nous aider, hein. Anne, si tu veux bien, c'est à toi. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, le sujet qu'on s'était donné, et je regrette de ne pas être avec vous pour pouvoir continuer après dans les débats, mais le sujet était donc se mobiliser dans l'objectif de réinventer nos démocraties face au bouleversement écologique. Et moi, j'ai réalisé finalement en préparant cette présentation à quel point le sujet est vaste et que je dois le traiter dans un temps évidemment restreint. Et donc, je risque de soulever davantage de questions que je n'offre de réponses définitives. Et finalement, peut-être tant mieux, puisque ça va être à vous collectivement peut-être d'explorer des réponses. Je me suis rendu compte également en préparant cette présentation que tout ce que je m'apprête à vous raconter résonne en moi profondément avec une expérience militante que j'ai récemment vécue et que peut-être ce soir, j'ai l'opportunité avec vous d'essayer de donner du sens à cette expérience. Et il s'agit de la mobilisation pour l'eau à Sainte-Soline qui a eu lieu le 26 mars dernier. Et donc, je vais me permettre de revenir à plusieurs reprises sur cet exemple pour voir comment il me semble absolument paradigmatique de l'articulation entre les bouleversements écologiques et les enjeux démocratiques. Alors, Sainte-Soline, vous le savez peut-être déjà, se situe donc dans les Deux-Sèvres et a été donc le théâtre de cette importante mobilisation écologiste en mars, le 26 mars. Plusieurs associations, dont les Soulèvements de la Terre, ont voulu mettre en place une action de désobéissance civile consistant à se rendre sur le site d'une méga-bassine destinée à la production agro-industrielle. Cette infrastructure donc, agricole qui consiste à aller puiser de l'eau dans les nappes phréatiques, elle fait l'objet de nombreuses oppositions. Et ce projet de méga-bassine a été jugé illégal par la Cour administrative de Bordeaux. Cette action de désobéissance, la répression policière, la criminalisation politique interroge vraiment, je crois, ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, je vais y revenir plusieurs fois. Mais donc, avant ça, je commencerai par exposer quelques premiers éléments de contexte, de définition des deux pôles de notre sujet. Donc, la démocratie d'un côté, vague, vaste sujet, et les bouleversements environnementaux et climatiques. Alors, premièrement, la démocratie dont il sera question dans mon exposé, c'est celle que nous connaissons actuellement en France. Donc, une démocratie représentative, le gouvernement est confié à des élus pour lesquels on a voté. Et en temps normal, une telle démocratie suppose une forme d'alignement. D'alignement entre les intérêts des électeurs, l'offre politique, donc les partis, les programmes politiques, les élections et l'exercice du gouvernement, du pouvoir. Cet alignement lui-même suggère, et selon Bruno Latour, une forme de circularité politique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette circularité politique? Eh bien, les individus, les groupes d'individus vont adresser à leurs élus des demandes. Ces demandes, éventuellement, vont être traduites en décisions politiques et adressées à leur tour à l'administration qui va à son tour les transformer, les traduire en politique publique. Et donc, tout cela dessine un cercle. Les individus, et donc électeurs, les élus, l'administration, et ça, voilà. Or, je vais tenter de montrer, et comme le soutient Bruno Latour bien avant moi, que la crise environnementale, enfin, les bouleversements environnementaux que nous connaissons, brisent cette circularité politique. Par ailleurs, ce fonctionnement que je viens de vous décrire, dans une démocratie représentative, tente d'articuler deux conceptions de la démocratie. Une conception d'abord procédurale ou formelle de la démocratie, selon laquelle la légitimité d'une loi, d'une décision politique, vient des procédures qui ont mené à ce que celle-ci soit adoptée. Procédures multiples et encadrées par des institutions, par exemple la délibération démocratique, la pratique du vote, etc., etc. Cette conception formelle de la démocratie, elle soulève pourtant des questions, à savoir jusqu'à quel point pouvons-nous situer la légitimité de ce choix politique uniquement dans ces procédures, sans tenir compte de l'objectif intrinsèque de ce choix, sans s'interroger sur l'idéal que traduit ce choix. Et c'est pourquoi cette première conception procédurale de la démocratie s'articule à une autre conception qui est substantielle. Dans cette deuxième conception de la démocratie, la légitimité d'une décision politique ne vient plus des procédures elles-mêmes qui ont motivé à adopter ce choix, mais de la conformité de ce choix vis-à-vis des valeurs démocratiques que nous sommes censés partager. Liberté, égalité, égale dignité des êtres humains. Et ce que je vais tenter de montrer, c'est que la situation environnementale et climatique met en péril nos démocraties actuelles
à la fois dans leurs procédures et dans leurs idéaux démocratiques. Mais donc, avant de revenir sur cette articulation, quelques mots sur ce que j'ai appelé jusqu'à présent bouleversement écologique. Alors, on sait depuis Paul Crutzen en 1995 à quel point ces bouleversements sont importants et inédits, puisque nous sommes désormais dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, bouleversée par les activités humaines. Ce terme d'Anthropocène, comme la datation précise de cette ère géologique, fait l'objet de nombreux débats sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, mais ce que je garde, moi, véritablement de ce terme, c'est cette idée que la situation environnementale est liée à des activités humaines. Dans ce contexte, différents termes ont émergé pour qualifier la situation que nous connaissons. Celui que j'ai déjà employé à regret de crise environnementale et qui, à vrai dire, ne marche pas du tout, puisque la crise suppose un retour à la normale, alors que les dynamiques auxquelles nous faisons face, elles, sont irréversibles. Donc il y a une forme, si vous voulez, d'euphémisme dans cette notion de crise. Et ça nous empêche finalement de penser la façon dont nous pouvons réinventer nos démocraties. Au contraire, des penseurs comme par exemple, des politologues comme par exemple Luc Seymal vont parler de catastrophe écologique globale. Ce terme peut faire un peu peur parce qu'il mobilise un peu un imaginaire de science-fiction, de la catastrophe qui nous tombe dessus. Mais non. Ici, c'est vraiment le sens étymologique de la catastrophe qui est mobilisé, donc l'idée de bouleversement, de renversement. Mais on va mettre au singulier, on va parler de la catastrophe écologique globale pour souligner le caractère systémique de tous ces bouleversements. Et ça, c'est une seconde caractéristique de la situation que nous connaissons que je veux souligner, sa dimension systémique. C'est une seule et même dynamique globale. Ça se répond selon des effets cascades, si vous voulez. Ce terme de catastrophe écologique globale, il n'est pas repris par tout le monde. Par exemple, Bruno Latour, lui, va évoquer un nouveau régime climatique. Mais là encore, le terme entend se distinguer de cette notion de crise environnementale. Un nouveau régime climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cadre matériel, mais donc aussi le cadre théorique dans lequel nous agissons, dans lequel nous vivons et dans lequel nous nous organisons politiquement, a changé. Et nous n'avons pas d'autre choix désormais que de tenter de nous y adapter. Voilà très rapidement de quoi un peu caractériser la situation qui est la nôtre. Donc, une situation environnementale qui est inédite, qui a une dimension systémique, qui entraîne des dynamiques en partie irréversibles et qui est intrinsèquement liée aux activités humaines. Quid de la démocratie là-dedans? Je vais développer un propos en 3 temps et en essayant d'aller vite. Premièrement, je crois que ce nouveau régime climatique ou cette catastrophe écologique globale rappelle notre démocratie à ses fondements matériels. Puis, je vais tenter de montrer comment cette nouvelle situation met véritablement en péril notre actuel modèle de démocratie. Et enfin, je vais tenter d'esquiver quelques pistes pour réinventer ces démocraties dans ce nouveau contexte. Premièrement, donc, la situation environnementale rappelle notre démocratie à ses fondements matériels. Et je dis, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'on découvre, on se rappelle, si vous voulez, avec la catastrophe écologique globale, que notre démocratie dépend très concrètement pour se maintenir de ressources matérielles, de matières premières, d'énergie. Plus encore, cela signifie que nos idéaux démocratiques eux-mêmes ont été forgés depuis une certaine conception de la nature et des possibilités matérielles qu'offre cette nature. Et encore, que ces procédures démocratiques vont s'articuler à une représentation politique du temps et des temporalités dans lesquelles nous agissons. Et c'est tout cela que révèle la catastrophe écologique globale et que nous allons donc voir ensemble. Premièrement, notre actuelle démocratie, telle que j'ai tenté de la caractériser, repose en grande partie sur ce que Philippe Descola a appelé une cosmologie naturaliste, qui est très spécifique aux sociétés occidentales, à savoir donc une représentation du monde qui se fonde sur l'idée d'un grand partage entre d'un côté ce qui relève de la nature, les arbres, les animaux, enfin tous ces éléments dits naturels, et de l'autre ce qui relèverait de la culture, donc tout ce qui touche aux activités humaines. Sauf que ce grand partage n'a rien d'évident. Il a été socialement construit au fil des siècles, avec des mutations esthétiques et notamment des mutations scientifiques. Par exemple, le microscope est un exemple que va reprendre beaucoup Descola. Il va également parler de l'invention de la perspective.
pour un exemple esthétique. Que se passe-t-il avec le microscope et avec toutes ces autres innovations scientifiques? Le monde dit naturel est mis à distance pour être mieux compris ou pour être esthétisé. Mais dans cette mise à distance qui permet de mieux appréhender ce monde naturel, l'humain, lui, va être mis dans une situation d'extériorité. Et ce faisant, peu à peu, on a le sentiment que ces deux sphères qui sont en train de se créer, d'un côté la culture, de l'autre la nature, vont avoir leur propre autonomie, vont répondre à des règles qui leur sont spécifiques. Et on a le sentiment que finalement, il n'y aurait pas d'interdépendance possible entre ces deux sphères qui poursuivraient leurs propres objectifs et finalement leurs propres règles. Sauf qu'il n'en est rien, comme je l'ai dit, cette distinction est socialement construite, elle est artificielle. Et je crois que les bouleversements écologiques rappellent nos organisations politiques et nos modes de vie à cette première réalité, à savoir qu'il n'y a pas nécessairement, c'est la fin d'un grand partage chez Descola, à savoir on va remettre en cause ce clivage entre nature et culture. Mais prenons un exemple plus concret peut-être pour comprendre à quel point nos idéaux démocratiques ont été forgés depuis une certaine conception de la nature et donc finalement depuis une certaine matérialité. Les démocraties occidentales poursuivent, depuis la modernité politique, un idéal de liberté. Les libertés individuelles doivent être préservées, les peuples doivent pouvoir s'autodéterminer. Cet idéal-là, il a été forgé dans la traînée du mouvement des Lumières, puis des révolutions, notamment françaises. Et donc, il s'agissait de se délivrer des despotes et des dogmes obscurantistes. Sauf que, et comme le montre par exemple Pierre Charbonnier, qui est un philosophe qui a écrit à ce sujet, à cet idéal-là de liberté va s'articuler une seconde idée, et s'articuler très férocement, celle selon laquelle les contraintes naturelles constituent une même entrave à la réalisation de la liberté humaine, et que ce ne serait finalement que dans un contexte d'abondance matérielle que l'on pourrait véritablement réaliser cet idéal de liberté. Et donc le projet de la modernité politique pour Charbonnier ne se réalise finalement que dans un second temps, avec la révolution industrielle, l'exploitation du charbon et les colonisations. Ce de telle manière que, pour un autre philosophe, Aurélien Berland cette fois, cette prétendue liberté que nous poursuivons selon notre idéal démocratique constitue davantage un idéal de délivrance. C'est-à-dire qu'il s'agirait de se délivrer, nous, peuples occidentaux, des tâches relatives à la subsistance qui seraient des entraves pour atteindre notre liberté. Et cette charge-là de la subsistance, on va s'en décharger sur d'autres peuples, notamment sur des peuples colonisés. Et ça, c'est un premier exemple, si vous voulez, de comment un idéal démocratique tout théorique repose bien sur des dimensions tout à fait matérielles, et donc sur des rapports de pouvoir. Donc, notre actuelle démocratie repose sur ces éléments matériels. Et elle est bien dépendante des possibilités offertes par l'environnement. Sauf que tout se passe comme si nous l'avions oublié, puisque nous avons donc cette cosmologie naturaliste, j'étais un outre vivant, qui nous mène à distinguer la nature de la culture. Donc nous oublions finalement que la démocratie est intrinsèquement dépendante de ce qu'on a voulu appeler nature. Et ce faisant, nous oublions également que notre démocratie donc, dépend de matières premières, d'éléments très, très matériels, et donc nous oublions de nous interroger quant aux limites possibles de ces possibilités matérielles, leurs limites concrètes, et donc nous ne nous interrogeons pas non plus sur le temps qu'il nous reste. À quel moment allons-nous manquer de ces matières premières dont dépendent nos organisations politiques? Et cette question du temps me paraît tout à fait importante, puisque nos procédures démocratiques sont forgées depuis une certaine conception politique du temps, un imaginaire du temps, qui est spécifique et qui est, selon, je pense, qui s'apparente au paradigme de la durée. Alors, de quoi s'agit-il? La durée, qui a été notamment théorisée par Bruno Villalba, qui est politologue, c'est une construction politique du temps, à savoir un imaginaire qui à la fois est construit par des activités politiques et qui, en même temps, va permettre à ces activités de se perpétuer. Ça va offrir un cadre à ces activités politiques. Et la durée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cet imaginaire avance que le temps serait permanent, infini, continu. Rien ne peut mettre fin
à ce temps-là dans lequel nous imaginons notre vie et nos activités politiques. Donc, ce temps est infini, il s'agit de durée, et par ailleurs, il a une direction, ce temps. Cette direction, c'est celle du progrès, l'idée d'un perfectionnement continu de l'humanité, qui aujourd'hui a pris une autre dimension, puisqu'on parle beaucoup de progrès dans un sens plus technologique. Donc, un temps continu, cumulatif, linéaire, et qui ne peut pas connaître de fin. Et toutes les procédures démocratiques que nous connaissons viennent s'articuler à cette conception-là du temps. Sauf qu'avec les bouleversements écologiques, nous découvrons que cet imaginaire-là n'a rien d'évident non plus, et que lui-même est une construction. Voilà ce que j'appelle donc révéler les fondements matériels de nos démocraties. Et cette prise de conscience, je crois, marche bien avec l'exemple de Sainte-Soline. En tout cas, c'est ce que je vais tenter de défendre. En quoi cet exemple donc de Sainte-Soline permet-il de comprendre combien nos démocraties ont des fondements matériels? Eh bien, les soulèvements de la Terre qui sont à l'origine de la mobilisation s'interrogent sur une question très précise, et d'ailleurs très locale, qui est celle des infrastructures. Dans le cas de Sainte-Soline, c'était certes des infrastructures agricoles, mais plus largement encore, c'est tout un type d'infrastructures qui vont être interrogées et dont dépendent nos modes de vie, de production, de consommation et in fine nos organisations politiques. Alors, bien sûr, ces infrastructures, elles assurent le fonctionnement concret et quotidien de ce système-là. Mais plus encore, elles ont une fonction idéologique. Et elles permettent, ces infrastructures, de perpétuer cette construction politique du temps que je viens de vous présenter, qui est celle de la durée. De perpétuer cette construction politique du temps tout en lui offrant vraiment une forme de performativité. L'existence même de ces infrastructures telles que les mégabassines vont venir s'agencer à un ensemble de discours institutionnels, scientifiques, normatifs, et vont entériner l'idée d'un maintien possible de notre modèle productiviste articulé à nos formes démocratiques. Et donc, tout ça contribue à poursuivre cet imaginaire développementaliste. Paradoxalement, ces infrastructures, elles sont invisibilisées. Invisibilisées puisque implantées sur d'autres territoires que les territoires auxquels ils vont servir. Ou encore, invisibilisées parce que trop évidentes. Les infrastructures routières façonnent les paysages que nous allons quotidiennement éprouver, de telle façon qu'elles semblent évidentes et on les oublie. Et les soulèvements de la Terre, ce qu'ils viennent faire, c'est justement révéler la présence de ces infrastructures et rappeler finalement la dimension matérielle de nos modes de vie, de notre modèle d'organisation politique et de ces idéaux eux-mêmes. Donc, premièrement, la catastrophe écologique globale révèle la dimension matérielle des démocraties. Mais je voudrais venir vraiment au cœur de ma proposition aujourd'hui, à savoir que la démocratie met en péril véritablement notre actuel modèle de démocratie. De différentes façons. Premièrement, en mettant en déroute les procédures démocratiques, puis en menaçant jusqu'au maintien des idéaux démocratiques eux-mêmes. Commençons avec les procédures, si vous voulez bien. J'évoquais en introduction la circularité politique nécessaire au fonctionnement de notre démocratie représentative et qui, selon Bruno Latour, serait brisée. Ce mouvement dont je vous ai parlé, aujourd'hui, serait doublement impossible. Pourquoi? D'abord, parce que selon Bruno Latour, les individus eux-mêmes, les groupes d'individus, dans ce contexte de nouveau régime climatique, peinent à se figurer véritablement quels sont leurs intérêts. Nous nous retrouvons face à des problématiques parfaitement inédites, liées aux bouleversements environnementaux. De nouveaux types de maladies émergent. Des controverses naissent autour de la question de la voiture, des carburants. Et des individus, selon Latour, peuvent bien faire le sentiment, le constat d'une situation problématique, mais ils auraient encore du mal à articuler ce constat à une demande précise. Ce également, car la bureaucratie étatique aujourd'hui nécessite de plus en plus une expertise. Et ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours d'identifier quel interlocuteur au sein de l'appareil d'État pourrait véritablement agir sur tel texte de loi qui pourrait véritablement répondre à mon problème, et mon problème, c'est ça. En gros, pour Bruno Latour, aujourd'hui, citoyens, nous sommes perdus face à la question environnementale. Mais plus encore, même si nous savions véritablement définir nos intérêts et adresser
des demandes à partir de ses intérêts à l'État, selon Bruno-Latour, cet État ne pourrait pas y répondre, serait incapable de répondre à cette demande. À la fois parce que l'État est déjà trop affaibli. L'exemple qui est pris par Bruno-Latour, c'est par exemple le manque d'emploi d'agents territoriaux au ministère de la Transition écologique. Mais aussi parce que l'État est lui-même complètement démuni face à des problématiques environnementales inédites. Concrètement, l'État ne sait pas ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi, selon Latour, il a cette formule qui est un peu validiste, mais selon laquelle nous assistons à un débat où des sourds parlent avec des muets. Donc voilà, qui nous renseigne déjà sur une première défaillance de notre fonctionnement politique motivé par des enjeux environnementaux. Mais plus encore, je crois que les procédures démocratiques pourraient défaillir d'une autre façon encore face à l'urgence écologique. Le temps presse. Le temps presse réellement et ce constat est incompatible avec le temps nécessaire à l'observation de nos procédures démocratiques. Délibérer, ça prend du temps. Or, nous n'avons plus le temps. Face à ce problème que je présente de façon un peu caricaturale, plusieurs possibilités semblent s'esquisser et qui sont insatisfaisantes. On pourrait avoir le sentiment, finalement, que la délibération démocratique ne sert plus à rien et qu'il faut aller plus vite sans observer des procédures de délibération. Évidemment, on voit à quel point ce serait un danger que de renoncer à ces procédures démocratiques. Donc la question, c'est est-ce qu'on va réussir à adapter ces procédures à l'urgence écologique? Une autre option, mais qui n'est pas non plus satisfaisante, une autre tentation serait de se concentrer donc uniquement et en premier lieu sur une refonte de ces procédures démocratiques pour les adapter à l'urgence. Sauf que, selon notamment Luc Seymal ou Bruno Villalba, il serait fâcheux de penser que ces seuls mécanismes, ces seules procédures de la démocratie peuvent nous permettre d'être à la hauteur des enjeux. En gros, il y aurait là une illusion procédurale, parce que c'est le projet substantiel de la démocratie qu'il nous faut retravailler. Une illusion procédurale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on pourrait être tout concentré à la refonte de nos procédures démocratiques et donner lieu à une forme de contraction démocratique, où on ne ferait plus que réaffirmer les pratiques procédurales sans nous interroger sur le sens même de la démocratie, sur les idéaux substantiels de la démocratie que nous voulons défendre. Et donc, dans les deux cas, finalement, on arrive à une restriction du projet démocratique. Premièrement, si on n'observe plus les procédures de délibération, on va avoir un problème. En même temps, si on ne fait que se concentrer là-dessus, on va avoir un problème. Et dans les deux cas, à quoi on arrive? Dans les deux cas, on arrive, je crois, à une mise en compétition des idéaux démocratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mise en compétition des idéaux démocratiques? Je vais prendre un exemple douloureux, qui est celui des attentats de Paris en 2015. Dans cette situation de crise, d'urgence extrême, de catastrophe, deux camps politiques se sont opposés, qui défendaient chacun un idéal politique, un idéal démocratique différent. D'un côté, un camp qui tentait de défendre un idéal de sécurité. Et donc, il faut renouveler l'état d'urgence, il faut interdire les manifestations pour préserver cette sécurité. Et de l'autre, il y avait tout un camp notamment de philosophes, il y avait Giorgio Agamben dans ce second camp, qui dénonçait des mesures liberticides et brandissait donc un idéal de liberté. On a vu avec le Covid, de même camp mettre en dialogue ou la sécurité ou la liberté, avec des conceptions politiques de la liberté très différentes. Mais on voit bien, comme il y a toujours cette mise en compétition des idéaux démocratiques dans les situations de crise et dans les situations où il faut faire vite. Et donc, on peut se demander légitimement que va-t-il se passer dans un contexte de catastrophe écologique globale où ces catastrophes, ces situations de crise-là ne font que s'accentuer. Et donc là, on arrive vraiment sur la menace, c'est finalement de restreindre notre idéal démocratique à un principe plutôt qu'un autre. Et c'est un amoindrissement, vous le comprenez bien, assez terrible. Et ce n'est pas tout. Ce qui se joue là, je crois,
dans la déroute des procédures démocratiques, dans le potentiel de restriction idéologique, hein, enfin, substantielle du projet démocratique, c'est finalement nos capacités collectives de subjectivation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les capacités de subjectivation? Eh bien, le projet fondamental de la démocratie, sa raison d'être, c'est de produire des individus qui ne sont pas des seuls individus, des entités corporelles existantes sans rien, mais des sujets politiques autonomes, donc des individus capables d'exercer leur subjectivité, de se positionner parmi différentes trajectoires de vie possibles, de se positionner différentes propositions d'organisation collective. Et pour s'affirmer en tant que sujet politique autonome, il nous faut être capable de faire des choix. Bruno Villalba écrit à ce sujet « Choisir, c'est offrir et se donner la possibilité de construire ce que l'on entend être. Choisir d'être, c'est donc décider d'accorder une valeur à telle ou telle option morale, mais aussi définir dans quelles conditions on entend vivre. » Donc, finalement, nous ne sommes véritablement des sujets capables d'autonomie politique que parce que nous pouvons faire des choix. Mais ce qui se passe avec la catastrophe écologique globale, avec le temps qui nous manque, avec cette mise en déroute de nos démocraties que nous touchons du doigt, c'est finalement une restriction du champ des possibles. C'est-à-dire que nous avons de moins en moins d'options possibles. Et donc, de moins en moins de choix peuvent être faits. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui commence à bouger dans la capacité que nous avons à nous autodéterminer, à nous définir collectivement, et finalement à être humain. Et donc voilà, la catastrophe écologique globale vient à la fois mettre en déroute nos procédures démocratiques, mettre en compétition nos différents idéaux politiques, et en même temps, elle vient à l'intérieur de nous véritablement amoindrir nos capacités à être des individus capables de subjectivité et de choix politiques. Donc là, il se passe déjà quelque chose d'assez terrible et qui, je crois, se touche encore du doigt avec l'expérience de Sainte-Soline. La criminalisation politique dont a fait l'objet les nombreux manifestants présents à Sainte-Soline, puisqu'il s'agit maintenant de dissoudre les soulèvements de la terre, la répression policière à laquelle se sont heurtés ces militants politiques, dont 2 ont été dans le coma, tout cela, je crois, nous montre bien combien déjà notre modèle démocratique est en train de chanceler face à la catastrophe écologique globale. Et comment, surtout, le débat démocratique nous est confisqué d'ores et déjà en ce moment-là, tout en faisant appel à des procédures tout à fait institutionnelles, tout à fait légales pour dissoudre les soulèvements de la terre. J'aimerais sortir quand même de tous ces constats terribles pour essayer d'investir quelques pistes de réinvention de nos démocraties. Et donc, pour comprendre comment permettre aux individus de s'affirmer encore comme sujet politique dans ce nouveau contexte. Je vais esquisser 3 pistes, même si je suis d'ores et déjà désolée de vous annoncer qu'elles sont terriblement lacunaires et que je ne peux que les évoquer. 3 pistes. 1. Redéfinir nos intérêts particuliers et collectifs pour avoir une vision plus juste des clivages politiques qui fracturent notre société. 2. Redéfinir nos procédures démocratiques à des échelles plus locales. Et 3. Interroger nos idéaux démocratiques depuis un cadre théorique qui s'articule, reconnaît des limites planétaires. Premièrement, donc, une piste pourrait être envisagée pour tenter de rétablir la circularité politique brisée évoquée par Bruno Latour, et donc pour faire émerger une vision plus juste des clivages politiques qui fracturent la société. Bruno Latour a déjà développé un peu cette piste-là dans Où atterrir et à travers différentes expérimentations, dont une qui a eu lieu à Bordeaux. Selon Bruno Latour, pour rétablir cette parole véritablement politique, il nous faut d'abord, nous, en tant que citoyens, comprendre quels sont nos véritables intérêts. Et pour mieux comprendre quels sont nos véritables intérêts, il nous faut parvenir à mieux comprendre les territoires où se jouent ces intérêts, qui vont façonner ces intérêts-là. Qu'est-ce que ça veut dire, mieux comprendre quels sont les territoires où se façonnent les intérêts? Eh bien, il y a le territoire où nous vivons,
donc moi actuellement à Saint-Denis, et les territoires dont nous dépendons pour vivre, et qui ne sont pas nécessairement les mêmes, voire pas du tout. Enfin, ça dépend un peu des individus, de mode de vie, etc. Mais en tout cas, il y a voilà, un double territoire. Et selon la Tour, chaque citoyen devrait essayer de redéfinir son territoire pour comprendre quel est celui où il vit et celui dont il dépend. Et à partir donc de ce changement d'échelle, car c'est un changement d'échelle, progressivement, les citoyens vont réussir à comprendre, dans la défense de leurs intérêts, donc de ce qui leur tient à cœur véritablement, quels sont leurs amis et quels sont leurs ennemis, qui intervient dans mon territoire de vie, celui là où je vis, et qui intervient dans le territoire dont dépend mon territoire de vie. Vous me direz si je n'ai pas été claire sur ce point-là. En tout cas, à partir de cette redéfinition des intérêts et de description des territoires, progressivement doivent émerger des alliés potentiels, ainsi que des ennemis potentiels. Et progressivement, les clivages politiques qui fracturent notre société doivent se redéfinir. Mais tout ça en repartant donc d'une échelle en fait interindividuelle. Et progressivement, on va remonter en généralité. Ça, c'est le projet de Bruno Latour, finalement. Réussir à retrouver une forme de circularité politique en redéfinissant, requalifiant les clivages politiques pour adresser des demandes après qui soient plus formulées. J'essaye d'aller vite, donc ça ne facilite peut-être pas la chose, vous me direz. Deuxième piste, après celle consistant à redéfinir nos intérêts et clivages politiques. Il s'agit tout simplement de redéfinir les formes démocratiques en adoptant une échelle plus locale. Je vais encore une fois aller très très vite car des propositions déjà solides existent à ce sujet et donc je vais surtout vous renvoyer à ces propositions-là. J'aimerais prendre l'exemple par exemple de Agnès Sinaï. Agnès Sinaï, elle va explorer une hypothèse qui était celle de Murray Bookchin, qui est l'hypothèse d'un municipalisme libertaire ou encore communalisme. Il s'agirait, si vous voulez, de passer d'une démocratie représentative à une démocratie directe et délibérative, reposant sur un archipel de communes, donc d'entités politiques et territoriales de plus petites échelles. Et Agnès Sinaï, elle intègre cette proposition communaliste à une proposition biorégionale. Une biorégion, c'est un territoire qui va trouver sa cohérence, non plus dans des frontières politiques et administratives dessinées un peu arbitrairement, mais dans des continuités environnementales. Et ces biorégions, donc, se doteraient chacune d'une constitution, seraient gouvernées par des communautés qui se regrouperaient en assemblées à différentes échelles, au sein même de chaque biorégion et entre les différentes biorégions. Ce projet trouve un écho évident avec les communautés zapatistes, notamment étudiées par Jérôme Bachet, qui expérimentent depuis de nombreuses décennies une telle forme de gouvernement. Et enfin, ce travail, on va dire, sur les échelles et les formes de procédures démocratiques pourrait s'articuler à un cadre théorique qui tente véritablement de retravailler le projet substantiel de la démocratie. Un cadre théorique qui serait donc articulé à l'idée de limite planétaire. Pour prendre un exemple de ce que pourrait être ce nouveau cadre théorique, j'aimerais revenir sur la construction politique du temps que j'ai évoquée un peu avant. Il y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, que j'aime énormément, et qui propose de substituer à ce paradigme de la durée le paradigme du délai, donc une toute autre construction politique du temps. Qu'est-ce que c'est que le délai? Gunther Anders avance une idée forte, qui est que depuis l'invention de la bombe atomique, et maintenant avec la catastrophe écologique globale encore plus, nous sommes capables désormais chaque jour de nous anéantir en tant qu'espèce. Et le délai, c'est le temps qu'il nous reste avant cet anéantissement. Il va un peu caractériser, Gunther Anders, ce délai. Il va dire par exemple que ce n'est pas une hypothèse théorique, mais une réalité, et que c'est également une phase historique dans laquelle nous sommes déjà et à jamais, mais pas une date fatidique que l'on pourrait dater, nommer. Par ailleurs, ce délai, il est certes angoissant, puisqu'il nous met face à la possibilité de notre anéantissement en tant qu'espèce, mais en même temps, nous pouvons agir sur ce temps qu'il nous reste, et nous pouvons l'étirer. Alors, est-ce que tout ça, on a très vite envie de se dire, mais
cette hypothèse est assez extrême, interdit le politique et va être complètement démobilisatrice. Selon Gunther Anders, ça n'est pas le cas. Parce que ce délai doit finalement devenir émancipateur en nous forçant à retravailler toutes nos normes, en nous détachant de l'illusion de notre permanence. En gros, nous devons repenser le sens que nous donnons à notre existence humaine et repenser les priorités politiques qui sont les nôtres. Et on n'a pas du tout les mêmes priorités politiques quand on pense que, dans tous les cas, le temps n'a pas de fin, le temps est infini, que nous allons durer, ou quand on adopte cette idée selon laquelle nous ne pouvons pas durer indéfiniment. Par exemple, on pourra y revenir si vous voulez, mais le développement durable est incompatible, enfin le paradigme du développement durable est incompatible avec un cadre théorique qui reconnaît la notion de délai. Et donc, ça pousse également, normalement, enfin en théorie, à prendre des mesures politiques beaucoup plus radicales en termes de transition écologique ou de décroissance. Donc ça, c'était une dernière piste que je vous suggère. J'ai conscience du caractère complètement lacunaire de tout ça, mais ce sont des pistes. Et donc, tout ceci me semble également résonner avec Sainte-Soline, et je finirai là-dessus. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est intéressant de prolonger ces différentes pistes à partir de mobilisations similaires à celles de Sainte-Soline. Les soulèvements de la Terre ont réussi à faire exister dans le débat public la question de l'eau et des infrastructures. L'objectif était de rendre au débat démocratique cette problématique confisquée. Et ce faisant, il révèle de véritables clivages politiques. Et une fois qu'on sait quel est le clivage politique, c'est quand même plus facile de parler. Donc il y a premièrement ça. Puis, je crois que les soulèvements de la Terre nous invitent à considérer combien repenser notre démocratie ne pourra se faire qu'à partir de ce dont nous héritons très concrètement de notre actuel modèle démocratique, donc les infrastructures. Et on voit à quel point on ne peut pas distinguer une réflexion matérielle sur le fonctionnement concret et une réflexion plus en termes d'idéaux démocratiques. Et je crois aussi que l'expérience de la lutte dans la camaraderie qu'elle va susciter, dans les émotions qu'elle suscite, permet bien de faire émerger de nouvelles formes de subjectivité et va contribuer à faire des individus de véritables sujets politiques. Donc, en définitive, j'ai essayé de montrer, avec plus ou moins de succès, on verra, que la catastrophe écologique globale, ramène nos démocraties à leur matérialité, que deux, elle en met en péril véritablement les procédures, les idéaux. Et enfin, on a tenté de dessiner quelques pistes. Surtout, je crois que cette présentation, enfin, en tout cas, j'espère, a ouvert tout un tas de réflexions dans lesquelles vont s'articuler les autres ateliers populaires à venir. Parce qu'avoir une réflexion sur démocratie et catastrophe écologique globale, c'est évidemment interroger la place de la science, c'est évidemment interroger les récupérations de l'écologie politique. Et voilà. Merci beaucoup, j'espère que j'ai été à peu près claire et pas trop longue. Merci beaucoup, merci Anne. Elle bloque sur la décroissance. Elle bloque sur l'articulation que j'ai construite, que j'ai reprise à plein d'autres gens avant moi, entre l'idée de la liberté et l'articulation entre la liberté d'un côté et de l'autre, une nécessaire prospérité des sociétés pour atteindre cette liberté-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de liberté possible, enfin,
en fait, dire que un projet de décroissance est un projet en fait de sobriété n'interdit pas la liberté, ça bloque. Voilà. Ça dépend. Enfin là, j'ai pas tout dit de ce que j'aurais aimé vous dire, mais je crois qu'il y a dans la pensée écologique et en tout cas dans l'écologie politique telle qu'elle se structure dans les années 70, euh, un, un, un principe vraiment féroce, un attachement féroce à un principe de métamorphose, on va dire, et de libre détermination de son identité. En gros, enfin vraiment le projet de l'écologie politique des années 70, qui est d'ailleurs d'un point de vue doctrinal pas très affermi, le projet c'est que l'on puisse s'autodéterminer comme on veut et vivre un peu comme on veut. C'est très lié aux nouveaux mouvements sociaux et à des revendications féministes, enfin voilà. Et ça aussi, ça bloque. C'est cette idée dans l'écologie politique que on peut s'autodéterminer, quoi. Ce truc-là, je pense, est compliqué. Voilà. Ça répond? Oui, je... Alors, l'expérience vraiment emblématique, c'est celle des apatistes, dont je parlerai pas bien, parce que c'est pas mon sujet trop, mais vraiment, il y a Jérôme Bachet qui a fait une conférence là-dessus, qui vraiment, c'est lunaire, enfin, c'est génial, ça donne vraiment, enfin, je vous enverrai ça si vous voulez, enfin, s'il y a possibilité de communiquer. C'est les conférences du monde diplomatique, je crois, où Jérôme Bachet explique vraiment pendant 1 heure concrètement à quoi ça ressemble le communalisme, enfin, ou le municipalisme libertaire. Et en fait, ça marche depuis des décennies et des décennies, avec, par exemple, un accès aux soins parfaitement gratuit, enfin, enfin, c'est super intéressant, quoi. Le problème, c'est de penser qu'on va pouvoir recréer ça ici, dans un contexte environnemental, historique, social, complètement différent. Alors après, je trouve qu'il y a quand même des formes d'expérimentation démocratique, tout ce qui se passe dans les ZAD, tout ce qui se passe dans certaines formes de communautés, etc., qui tendent un peu vers cet idéal-là. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent stimuler encore, je pense, l'imagination et donner envie de tenter, quoi. Tout à fait. Effectivement, il y a cette idée donc chère à la tour que l'État ne sait pas et ne peut pas répondre à ces problématiques parce qu'affaibli, mais il y a beaucoup d'autres éléments que vous soulignez qui répondent aussi à cette question et la question du pouvoir. Un peu pour compléter ce que vous avez déjà dit, il y a cette idée qui est chère, par exemple, à Gunther Anders, dont je parle tout le temps, qui est celle que la transformation, voilà, les événements qui nous attendent en termes de catastrophe écologique globale sont tels que, en fait, c'est des phénomènes supraliminaires, c'est-à-dire qu'on n'a même pas l'imagination ouais, on n'a pas l'imagination, en fait, on n'arrive pas à se représenter ce à quoi il faut nous attendre et donc ce que l'on pourrait très concrètement faire. Et surtout, avec une lecture toute personnelle du phénomène supraliminaire, Yves Cochet souvent parle, qui lui a fait l'exercice du pouvoir en tant que ministre, parle vraiment de cette impression que les gens n'agissent pas dans ces sphères-là, institutionnelles et politiques, enfin de la politique spécialisée, n'agissent pas en fonction de quelles sont leurs convictions profondes, mais sont très euh, intimidés parce en fait, ils exercent le pouvoir aussi en fonction de ce qu'ils se représentent être les convictions des autres. Et donc, en fait, personne ne va parler, dans le cas de Yves, d'effondrement systémique, tant qu'on n'est pas persuadé que l'autre en face pourrait en parler aussi.
Et donc, ça fait que finalement, plus personne n'en parle, quoi. Donc voilà, enfin, c'était juste des pistes comme ça pour compléter ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a aussi vraiment une volonté aussi une volonté, hein, enfin, ouais, refus, en fait, de traiter ces questions. Oui. Mais moi, j'ai l'impression, ouais. En fait, on a beaucoup. Ça, c'est vraiment une question qui me pose question, donc c'est super de la poser. En fait, la question de la désirabilité de ces transformations-là, je me demande à quel moment on se trompe. Enfin, en gros, il y a beaucoup cette idée selon laquelle il faut des nouveaux récits pour rendre désirable la transition écologique, etc. Et en fait, je crois qu'ils existent, ces nouveaux récits. Enfin, et puis que aussi, tout n'est pas question de désirabilité, il y a aussi une question de réalité, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que est-ce qu'il faut des nouveaux récits ou est-ce qu'il faut une conflictualité politique où on les entend, ces nouveaux récits. Enfin, sur la désirabilité, je me pose des questions, j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Parce que je trouve qu'il y a un truc de désirabilité, ouais, mais conflictualité aussi. Enfin, tu vois, mais bon, j'ai pas de réponse là-dessus trop. Alors, en fait, ouais, l'idée, enfin, Bruno Latour fait tout un travail en fait sur ces clivages politiques et notamment, il aimerait substituer à des rapports de force construits autour de la question de la classe sociale, l'idée de la classe géosociale, avec cette idée qu'en fait, on n'a pas les mêmes. Enfin, aujourd'hui, la question n'est pas simplement où est-ce que vous vous situez sur la chaîne de production. Est-ce que vous êtes un ouvrier? Est-ce que vous êtes un patron? La question n'est pas que ça. La question, c'est aussi désormais où est-ce que vous vous situez sur la chaîne de les personnes qui ont accès là tout de suite maintenant à un territoire où il y a des ressources vitales, où en fait ils peuvent survivre, quoi, un territoire habitable, ou est-ce que vous n'avez pas accès à ce territoire habitable. Et en fait, ce n'est pas exactement les mêmes intérêts qui vont se jouer en fonction de ces deux grilles-là. Et donc, il essaie de viser, de défendre cette proposition-là, Bruno Latour. Il a publié son dernier bouquin là-dessus, c'était avec un doctorant dont j'ai oublié le nom, j'en suis navrée, sur les classes géosociales. Et donc, son idée, si vous voulez, enfin, le mieux, c'est pour l'expliquer, c'est de raconter l'expérimentation qu'il a créée. Chacune des personnes qui participaient à cette expérimentation devait d'abord définir une entité nécessaire au maintien de ces conditions de vie, entité menacée par quelque chose. On s'en fiche de quoi, une entité menacée. Et donc là, c'est ça en fait, la première étape vers la définition de nos intérêts, c'est ce à quoi je tiens, ce dont je dépends. Et à partir de l'identification de ça, il fallait essayer de comprendre, en fait, d'identifier quelles sont toutes les entités qui menacent effectivement ce à quoi je tiens et toutes celles qui assurent le maintien de ce à quoi je tiens. Donc là, en fait, on va commencer déjà, enfin, les individus deviennent des citoyens experts qui vont commencer à vraiment, en fait, à faire un travail d'enquête et d'autodescription. Et vraiment, vont devoir lire des articles, envoyer des mails, aller voir des gens, parler avec le maire de la commune pour essayer de comprendre qui soutient quoi, qui menace quoi. Et c'est comme ça que progressivement, moi j'ai un problème avec, je sais pas, avec l'eau, et je vais me dire, ah bah tiens, le maire de telle commune est mon ennemi.
Et puis, je parle avec un autre citoyen à côté et qui me dit, ah ben moi, le maire de cette commune, c'est aussi mon ennemi. Et en fait, l'idée de la tour, c'était que progressivement, comme ça, d'autres clivages politiques vont se faire émerger, d'autres lignes de front, d'autres voilà, amis, ennemis. Et à partir de ça, on peut aller dans un débat, dans une conflictualité politique qui dépasse enfin, qui retravaille, on va dire, le clivage gauche-droite. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais j'ai décrit un peu l'idée. Complètement. Oui, en fait, c'est deux grosses questions, mais qui, je pense, s'articulent un peu. En fait, je suis allée très vite sur la façon dont, selon moi, les capacités de subjectivation sont, enfin pas que selon moi, se trouvent amoindries. En fait, c'est à la fois avant la catastrophe écologique globale, je pense que c'est quand même enfin, une caractéristique, au-delà même du désastre écologique, une caractéristique de notre modèle de production et de consommation qui repose beaucoup voilà, sur je sais pas, l'industrie de masse. Enfin, il y a des formes, on va dire, de subjectivité qui sont euh, toutes dessinées en fait par le capitalisme en fait. Donc c'est des discours, enfin c'est des discours, des énoncés, des lois, des pratiques, plein de choses qui déjà en fait viennent un peu tuer notre imagination de qui nous pouvons être quoi. Et je crois que donc il y a déjà tout ça au-delà même de la catastrophe écologique globale. Et après mon idée c'était de dire que euh, moins on a de choix possibles, plus, ouais, plus l'espace de enfin, les choix qu'on peut faire sont quand même de plus en plus tristes. Et je prenais un exemple souvent qui était l'exemple des dromadaires. Vous avez vu ça, je sais pas, en Australie en 2020. Il y a des milliers de dromadaires qui ont été tués par hélicoptère parce que, en gros, si on les laissait en liberté, c'était dans le contexte de méga feux, si on les laissait en liberté, ils allaient détruire des lieux de vie de populations aborigènes. Donc le choix, c'est ou tuer par hélicoptère des milliers de dromadaires, ou laisser ces populations déjà vulnérables se faire démolir leurs maisons, etc. C'est un choix de merde. Enfin, c'est pas un choix. Et en fait, je vois pas en fait, je vois pas comment on peut sortir grandi d'un tel choix et comment on peut créer enfin, donc ça, c'est plutôt cette argumentation-là. Mais ce que tu dis est tout à fait juste. Et je crois qu'en fait, c'est ça, ce qui est important dans le projet de l'écologie politique tel qu'il faudrait le redéfinir, c'est en fait euh, comment on va redéfinir le désirable, comme on a dit, les choix, enfin, il y a un moment, je pense, stratégique de fou là pour déconstruire les subjectivités dont on a déjà hérité, les subjectivités issues voilà, de ce système capitaliste, etc. Il y a un potentiel avec la perspective de cette catastrophe pour interroger ça, pour se dire qu'est-ce qui en moi, quand j'agis, n'est pas moi qui agis. Et